J'ai perdu mon entreprise, ma maison et ma dignité à cause d'elle. J'ai mis 3 ans à me reconstruire en silence. Lorsqu'elle a découvert mon plan, il était déjà trop tard. Je m'appelle Adrien Carvalho, j'ai 38 ans et pendant 15 ans de ma vie, j'ai été cet homme qui croyait que le travail acharné et l'honnêteté suffisaient. Ingénieur en génie civil, diplômé de l'INSA de Lyon, avec beaucoup de sueur et peu d'argent, j'ai construit ma carrière en partant de rien. J'ai commencé par porter du matériel sur des chantiers sous le soleil écrasant de Lyon en plein été, cette chaleur qui fait fondre l'asphalte à 14 heures, jusqu'à obtenir mon diplôme et ouvrir ma propre entreprise de BTP. Ce n'était rien de gigantesque, mais c'était la mienne. J'avais 4 employés en CDI, une dizaine d'intérimaires selon les projets, et je facturais entre 15 000 et 25 000 euros par mois pendant les bonnes périodes. J'ai rencontré Roxane lors d'un apéritif dînatoire entre amis en 2018, un samedi doux, de ceux dont on profite avant la rentrée. Elle était assistante de direction dans une multinationale, très apprêtée, portant un parfum cher, avec une manucure impeccable. J'avais encore la marque du casque de chantier sur le front et du ciment sous les ongles, mais elle a ri de mes blagues et m'a demandé mon numéro. 6 mois plus tard, nous vivions déjà ensemble dans un appartement en location sur la presqu'île. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Elle voulait une grande fête, la robe blanche, le traiteur, tout. J'ai dépensé 10 000 euros pour ce mariage. Je me souviens du montant exact car je l'ai payé en plusieurs fois avec ma carte bancaire du Crédit Agricole. Roxane était de ces femmes qui savent exactement ce qu'elles veulent. Et moi, comme un idiot amoureux, je voulais tout lui donner. Elle rêvait d'avoir sa propre maison. Alors, en 2020, en pleine crise sanitaire, quand les prix ont un peu baissé, j'ai acheté un terrain à Écully. J'ai dépensé 90 000 euros. J'ai utilisé toutes les réserves de l'entreprise, j'ai vendu ma Peugeot 3008 de 2015 que j'avais achetée d'occasion et j'ai souscrit un crédit sur 15 ans à la BNP. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai construit la maison de mes propres mains, littéralement, les week-ends et les jours fériés après le travail. 3 chambres, 2 salles de bain, une terrasse avec barbecue, une petite piscine, un haut mur, tout comme elle l'avait demandé. Cela a pris 2 ans de travaux. J'ai terminé en avril 2022. Je me souviens de son visage quand je lui ai remis la clé. Elle a pleuré, m'a serré dans ses bras et a dit que j'étais le meilleur mari du monde. Ce soir-là, nous avons partagé notre premier moment d'intimité sur le sol du salon vide, car les meubles n'arrivaient que le lundi. L'odeur de peinture fraîche imprégnait encore les murs. Je me souviens avoir pensé que tout ce sacrifice en valait la peine. Mais il y avait un détail que je ne lui avais pas dit à l'époque, un détail technique d'ingénieur. L'acte de propriété de la maison était à mon nom et à celui de ma mère, Célestine, à parts égales. Ma mère avait apporté 15 000 euros qu'elle avait économisé toute sa vie en travaillant comme enseignante à la retraite. Elle avait insisté, disant qu'elle voulait aider son fils, et moi, je voulais aussi la protéger. Après tout, une femme a toujours peur de se retrouver démunie dans sa vieillesse. J'ai mis son nom sur l'acte. Roxane a signé un document donnant son accord. Elle a même trouvé ça beau à l'époque, disant que ma mère le méritait et qu'elle m'avait élevé seule. L'entreprise de BTP allait bien. En 2022, j'ai signé un gros contrat avec un promoteur immobilier pour construire un immeuble de 8 étages dans le quartier de la Confluence. Un contrat de 120 000 euros. Le chantier devait durer 18 mois. J'ai embauché plus de personnel, loué du matériel, ouvert un compte professionnel chez Boursorama pour faciliter les paiements. Roxane avait quitté son emploi en 2021. Elle disait qu'elle voulait s'occuper de la maison, que je gagnais assez pour nous deux. J'ai accepté, je l'ai nommée associée de l'entreprise, avec 20% des parts. Elle s'occupait de la partie administrative, des paiements, des factures, ce genre de choses. C'est là que tout a commencé à déraper, mais je ne m'en suis rendu compte que des mois plus tard. J'ai commencé à remarquer des choses étranges en octobre 2022. Roxane était toujours trop apprêtée pour rester à la maison. Coiffeur chaque semaine, manucure, nouveaux vêtements de chez Zara et des galeries Lafayette tout le temps. Je lui posais des questions, elle disait que c'était les soldes, qu'elle achetait avec sa carte et payait en plusieurs fois. D'accord, ai-je pensé. Elle a toujours aimé prendre soin d'elle. Mais ensuite, le relevé de la carte est arrivé, 1 700 euros. Je gagnais bien ma vie, mais pas à ce point. Je l'ai questionnée. Elle a levé les yeux au ciel, m'a traité de radin, ajoutant qu'elle le méritait bien après tout ce à quoi elle avait renoncé.
En novembre, le comptable de l'entreprise m'a appelé. Il m'a informé qu'il manquait de l'argent sur le compte et que le fournisseur de ciment réclamait 2500 € impayés. Je suis allé vérifier. Roxane avait fait un virement de 3000 € sur son compte personnel. Quand je l'ai confrontée, elle a prétendu que c'était un prêt pour aider sa sœur et qu'elle rembourserait le mois suivant. Elle n'a jamais remboursé. Décembre a été tendu. Elle a commencé à sortir beaucoup, prétextant voir Juliette ou aller au centre commercial avec Capucine. Elle rentrait toujours tard, toujours avec une excuse. J'étais tellement débordé par le chantier, gérant des maçons absents, du matériel en retard et l'inspecteur de la mairie qui me mettait des bâtons dans les roues, que j'ai laissé passer. J'ai fait confiance. Pour le réveillon du Nouvel An, elle a dit qu'elle le passait avec ses amis sur la Côte d'Azur. Je suis resté à Lyon pour travailler. Je devais livrer une dalle avant les vacances de février. Elle a posté une photo sur Instagram, elle et 3 amis en maillot de bain dans une piscine, une coupe de champagne à la main. J'ai liké, j'ai commenté avec un cœur. Je ne me méfiais de rien. La bombe a explosé en mars 2023. Je revenais de voyage. J'étais allé à Marseille chercher un équipement, une bétonnière industrielle que j'avais obtenue à un bon prix. J'ai passé 3 jours là-bas. J'avais prévenu que je rentrerais jeudi matin, mais le fournisseur a pris de l'avance et m'a appelé mercredi soir pour me dire que l'équipement était déjà prêt. J'ai pris la route, j'ai conduit toute la nuit et je suis arrivé chez moi à 7 h du matin le jeudi. Le portail était entrouvert. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai pensé qu'elle avait oublié de bien le fermer. Le pick-up était dans le garage. La maison était silencieuse. J'ai ouvert la porte avec ma clé. Il y avait une odeur différente, un parfum masculin, fort, de ceux qui coûtent 100 € le flacon. J'ai monté l'escalier doucement. La porte de la chambre était fermée. J'ai entendu son rire et une voix grave répondre. Mon cœur s'est emballé. Ma main a tremblé sur la poignée. J'ai ouvert. Elle était dans mon lit, dans les draps que j'avais achetés à Noël, avec un homme que je n'avais jamais vu. Brun, cheveux gominés, tatouage sur le bras, genre coach sportif. La situation était sans équivoque. Elle a crié, a tiré le drap pour se couvrir. Il a sauté du lit et a commencé à s'habiller à la hâte. Je suis resté figé, incapable de parler. Ma gorge s'est nouée. Elle a commencé à dire qu'elle pouvait m'expliquer. Je lui ai demandé d'expliquer, d'une voix rauque. Elle a commencé à bégayer, disant que c'était une erreur, qu'elle était perdue, que je travaillais trop et que je ne lui accordais pas d'attention. L'homme a enfilé son pantalon et est parti en courant, sans même me regarder dans les yeux. Il a dévalé l'escalier et a claqué le portail. Elle et moi sommes restés là, l'un en face de l'autre. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. Elle n'a pas répondu. J'ai insisté. 6 mois. 6 mois? Une demi-année. Pendant que je me cassais le dos pour payer les factures, pour lui donner le meilleur, pour construire notre avenir, elle vivait une double vie. Je suis sorti de la chambre, je suis descendu et je me suis assis sur le canapé, à regarder dans le vide. Elle est descendue, déjà habillée, et est venue me parler. Elle a dit qu'elle voulait le divorce, qu'elle ne m'aimait plus, qu'elle avait rencontré Maxence à la salle de sport, qu'il était entrepreneur et qu'il la faisait se sentir vivante. J'ai demandé ce qu'il en était de la maison. Elle a répondu que la maison était aussi à elle et que je devrais vendre et partager. Je lui ai rappelé que le nom de ma mère était sur l'acte. Elle a rétorqué que soit ma mère vendait sa part, soit on irait au tribunal. J'ai ri. Ce n'était pas un rire de joie, c'était le rire de quelqu'un qui voit l'abîme s'ouvrir sous ses pieds. Dans les jours qui ont suivi, elle a engagé un avocat, un de ceux des grands cabinets du boulevard des Belges, immeuble aux vitres teintées, réceptionniste en tailleur. J'ai reçu l'assignation. Elle voulait 50% de tout, de la maison, de l'entreprise, des voitures, des comptes et plus encore. Elle demandait une prestation compensatoire parce qu'elle avait renoncé à sa carrière pour me soutenir. Je suis allé voir mon avocat, Maître Morel, un homme d'un certain âge qui m'aidait depuis la création de l'entreprise. Il a lu les papiers et a secoué la tête, m'expliquant que techniquement, elle avait droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage. Pour l'entreprise, il a précisé que si je prouvais qu'elle avait détourné de l'argent, on pourrait réduire sa part. Quant à la maison, c'était compliqué, 50% appartenait à ma mère, et pour ma part, je devrais la partager avec Roxane,
soit 25% pour chacun. Je suis sorti de ce bureau avec l'envie de frapper un mur. Je suis allé directement dans un bar, j'ai commandé un demi, puis un autre, puis encore un. Quand je m'en suis rendu compte, j'en avais bu 6 et il était 23 heures. J'ai pris un Uber pour rentrer. Elle n'était pas là. Elle avait emporté ses vêtements, ses bijoux, même la télé du salon. Elle avait laissé un mot sur le frigo, disant qu'elle resterait à l'hôtel jusqu'à ce que tout soit réglé et que son avocat me contacterait. J'ai dormi sur le canapé. Je n'ai pas réussi à entrer dans notre chambre. Mais le pire était encore à venir. En avril 2023, je suis allé vérifier les comptes de l'entreprise. 45 000 € avaient disparu. Des virements que Roxane avait effectués sur 6 mois. De petites sommes, 2 000 par-ci, 3 000 par-là, toujours avec de fausses justifications, matériel, prestataire, fournisseur. J'ai appelé le comptable, il a confirmé. Elle avait vidé les caisses de l'entreprise. Je suis parti à sa recherche. Elle vivait maintenant dans un appartement dans le 6e arrondissement, un quartier chic. Loyer de 1 500 € par mois. C'est Maxence qui payait. J'ai frappé à la porte. Elle a ouvert en peignoir, le visage ensommeillé. Je l'ai accusée d'avoir volé l'entreprise. Elle a rétorqué qu'elle n'avait rien volé, qu'elle était associée et qu'elle avait des droits. Je lui ai dit qu'elle avait détourné de l'argent pour financer sa vie avec son amant. Elle m'a mis au défi de le prouver. Et c'est là que j'ai compris. Elle avait effacé les traces. Les virements étaient vers son compte, mais elle les justifiait comme des avances sur bénéfices. Techniquement, elle pouvait prétendre qu'elle ne faisait que retirer ce qui lui revenait. J'ai intenté une action en justice contre elle. J'ai demandé la dissolution de la société, le remboursement, tout. Mais la procédure allait prendre du temps. Et pendant ce temps, l'entreprise se vidait de son sang. Je n'avais pas d'argent pour payer les employés, les fournisseurs. J'ai dû licencier tout le monde, vendre le matériel, fermer le chantier et payer une pénalité de 8 000 € au promoteur, une somme que je n'avais pas. J'ai contracté un prêt à la Société Générale, avec des intérêts élevés. Je me suis retrouvé avec une dette de 35 000 € envers la banque. En juin, j'ai vendu le pick-up pour 7 000 €, que j'ai utilisé pour rembourser une partie du prêt. Il me restait une vieille Clio de 2010 que j'avais achetée 2 500 €. La maison est devenue un champ de bataille judiciaire. Roxane voulait forcer la vente. Ma mère refusait. Le processus s'est enlisé. Pendant ce temps, je ne pouvais même pas y entrer. Roxane avait changé la serrure. Un jour, en juillet, je suis passé devant. Il y avait une Audi A3 noire garée dans l'allée. Maxence. Il vivait là, dans la maison que j'avais construite. J'ai senti un nœud dans la gorge si serré que j'ai failli être malade là, sur le trottoir. C'est là que j'ai touché le fond. Août 2023. Je vivais avec ma mère dans un 2 pièces à Villeurbanne, au chômage, sans entreprise, sans maison, sans dignité. Je passais mes journées à envoyer des CV, sans succès. Un ingénieur en génie civil de 37 ans avec une entreprise en faillite n'est pas très attractif sur le marché. J'ai commencé à souffrir d'insomnie. Je restais éveillé jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, à regarder le plafond, à ressasser. J'ai pensé à commettre l'irréparable. Une nuit, j'ai trouvé la boîte de somnifères de ma mère. Je suis resté à la regarder, j'ai compté les comprimés. Une idée sombre a traversé mon esprit. Ma mère est entrée dans la chambre, j'ai caché la boîte. Elle s'est assise au bord du lit et m'a regardé de cette façon qu'ont les mères quand elles savent que leur fils va mal. Elle m'a dit que je valais mieux que ça. J'ai répondu que j'avais tout perdu. Elle m'a rappelé que j'étais vivant, en bonne santé, que j'avais des compétences et que le reste, on pouvait le reconstruire. Elle est sortie. Je suis resté là avec la boîte de médicaments à la main. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'ai vu un homme fini, barbe de plusieurs jours, cernes violet, amaigri. Et c'est là, dans cette chambre minuscule, avec l'odeur de renfermé et le bruit des camions passant dans la rue, que quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas une décision émotionnelle, c'était rationnel, froid, calculé. Elle m'avait détruit. Elle avait volé mon argent, ma maison, mon avenir. Mais elle n'allait pas me voler ma vie. J'allais me relever, pas pour moi, mais pour prendre ma revanche. Septembre 2023. J'ai trouvé un emploi.
Rien de glamour. Conducteur de travaux dans une PME du BTP, pour un salaire de 2800 € net par mois. Je devais me lever à 5 heures du matin, prendre un bus puis le métro, arriver au chantier à 7 heures. Soleil brûlant, poussière de ciment, gens qui crient, mais j'ai tenu bon. Le soir, je faisais des missions en freelance, des plans pour des particuliers, des petites rénovations, tout ce qui pouvait rapporter. Je gagnais plus de 600 € par mois en plus. Je gardais tout. Je ne dépensais pas un euro de trop. Je mangeais ma gamelle, j'ai arrêté de boire, j'ai annulé Netflix, j'ai tout annulé. Pendant ce temps, le procès traînait. Roxane voulait un accord à l'amiable. Elle a proposé de garder sa part de la maison et de me laisser tranquille. J'ai refusé. Je voulais qu'elle rende l'argent qu'elle avait détourné de l'entreprise. Elle a nié. Le juge a ordonné une expertise comptable, qui a pris 6 mois. Pendant ce temps, j'ai commencé à enquêter sur sa vie. Je l'ai suivie sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'elle et Maxence postaient sans arrêt des photos dans des restaurants chers, des voyages à Mykonos, à Ibiza, dans un complexe hôtelier de luxe en Corse. J'ai vu qu'il avait une entreprise de compléments alimentaires, vendait des protéines en poudre, de la créatine, ce genre de choses. J'ai découvert que l'entreprise était à son nom, mais fonctionnait avec des prête-noms pour frauder le fisc. J'ai tout noté. En mars 2024, l'expertise est tombée. Elle a confirmé, Roxane avait détourné 45 000 € de l'entreprise. Le juge a ordonné qu'elle rembourse. Elle a fait appel. Le procès s'est de nouveau enlisé. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai obtenu une promotion. Je suis devenu coordinateur de travaux, avec un salaire de 3 500 € net. J'ai continué mes missions en freelance. J'ai réuni 10 000 € en un an. J'ai investi en bourse, des actions du CAC 40, rien de risqué. C'est devenu 11 200 €. J'ai suivi une formation en ligne de gestion de projet et j'ai obtenu une certification reconnue, ce qui m'a ouvert des portes. En juillet 2024, j'ai été contacté pour un poste de chef de projet dans un grand groupe de BTP, l'un des plus importants de la région. Salaire de 5 000 € net. J'ai accepté sur le champ. Maintenant, je remontais la pente et Roxane coulait. Maxence l'a quitté en juin 2024. J'ai vu dans ses stories qu'elle se lamentait, avec de longs textes sur la déception, sur les hommes, sur les recommencements. J'ai appris par un ami commun qu'il avait trouvé une autre fille, une influenceuse Instagram. Roxane a dû quitter l'appartement du 6e arrondissement et est allée vivre dans un appart-hôtel près de la gare Pardieu, bien plus modeste. Et l'entreprise qu'elle avait avec Maxence a fait faillite. Le fisc leur est tombé dessus et les a redressés pour fraude fiscale. Il était poursuivi en justice. Octobre 2024. Le juge a enfin rendu son jugement. Roxane devait rendre les 45 000 €. Avec les intérêts et les frais, cela faisait plus de 60 000 €. Elle n'avait pas l'argent. Elle a demandé un échelonnement, le juge a refusé et a ordonné la saisie sur ses comptes. Elle s'est retrouvée sans rien. Et la maison ? Elle était toujours à 50% au nom de ma mère. La part qui nous appartenait, 25% à moi et 25% à elle, le juge a ordonné la vente aux enchères pour payer les dettes, mais ma mère avait un droit de préemption. J'avais réuni 20 000 € jusque-là, et j'ai emprunté 20 000 € de plus à un oncle. Ma mère a utilisé les 15 000 € qu'elle avait gardés. Total, 55 000 €. Nous avons racheté la part qui allait aux enchères. La maison est devenue nôtre à 100%. Roxane a reçu la notification en novembre. Elle m'a appelé pour la première fois en plus d'1 an. Elle m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, que cette maison était aussi à elle. Je lui ai répondu qu'elle l'était, mais que ce n'était plus le cas. Elle a menacé de faire appel, mais je lui ai fait remarquer qu'elle n'avait même pas d'argent pour un avocat. Elle m'a raccroché au nez. Décembre 2024. Je suis retourné à la maison. C'était un désastre. Jardin abandonné, piscine verte, mur tagué. Roxane y avait vécu avec Maxence jusqu'en juin, puis était partie. C'était resté fermé depuis. J'ai engagé une équipe de nettoyage, j'ai repeint, j'ai changé les meubles, j'ai rénové la terrasse. J'ai dépensé 6 000 €, mais ça valait le coup. La maison est redevenue ce qu'elle était. Ma mère a emménagé là-bas. J'ai continué à travailler, à économiser, à grandir.
Janvier 2025. J'ai ouvert ma nouvelle entreprise de BTP, plus petite, plus agile, plus intelligente. 3 employés, petit projet, marge élevée. J'ai facturé 8 000 € le premier mois. J'ai appris que Roxane travaillait comme réceptionniste dans une clinique d'esthétique. Elle gagnait le SMIC. Elle vivait dans un studio à la Guillotière. Elle prenait le bus. Février 2025. Elle m'a envoyé un message. C'était humble. Elle reconnaissait avoir fait une énorme erreur, voulait me demander pardon et de l'aide. Elle était en retard sur son loyer et sur le point d'être expulsée. Elle me demandait si je pouvais lui prêter 1 000 €, promettant de me rembourser. J'ai lu le message 3 fois. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine. Ce n'était ni de la colère, ni de la pitié, c'était de l'indifférence. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas l'aider, mais que je lui souhaitais bonne chance. J'ai bloqué son numéro. Aujourd'hui, nous sommes en février 2026. 3 ans depuis que tout s'est effondré. Mon entreprise facture 25 000 € par mois. J'ai 8 employés, 2 gros contrats signés pour l'année. J'ai acheté un appartement dans le quartier de la Croix-Rousse et une Honda Civic neuve. J'investis tous les mois. J'ai 60 000 € de placement. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Faustine est architecte, elle travaille avec moi. Nous nous sommes rencontrés sur un projet en septembre de l'année dernière. Elle est tout ce que Roxane n'a jamais été, honnête, partenaire, humble. Elle ne veut rien de moi, à part moi. Roxane, aux dernières nouvelles, vit avec sa mère à mes yeux. Elle a perdu son emploi et essaie de vendre des bijoux fantaisie sur Instagram. Maxence purge une peine de prison pour fraude fiscale, il y restera environ 2 ans. Et moi, j'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire qui vous a détruit, c'est de se reconstruire si bien que cette personne vous regarde et réalise qu'elle n'a jamais eu assez de valeur pour être à vos côtés. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré, des jours où j'ai voulu abandonner. Mais chaque fois que je pensais à abandonner, je me souvenais de son visage riant sur ma terrasse, servant du champagne à son amant dans la maison que j'avais construite. Et j'utilisais cette colère comme carburant. Aujourd'hui, quand je passe devant cette maison, où ma mère vit heureuse, s'occupant de ses plantes et recevant ses amis pour jouer à la belote, je souris, parce que j'ai gagné. Je n'ai pas gagné contre elle, j'ai gagné contre moi-même, contre l'homme faible que j'étais, contre celui qui acceptait des miettes, contre celui qui ne se valorisait pas. Sa trahison m'a tout coûté, mais elle m'a donné quelque chose de bien plus précieux, elle m'a montré qui je suis vraiment, une fois le voile de l'illusion retiré. Commentaire, ce récit est intense, et je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. Il nous rappelle que les moments les plus sombres peuvent devenir le terreau de notre plus grande force. La vraie reconstruction commence quand on décide que notre valeur n'est plus négociable. Poser des limites claires n'est pas un acte de méchanceté, mais une preuve de respect envers soi-même. Nous avons la responsabilité de transformer nos blessures en sagesse. La plus grande bienveillance est celle que l'on s'accorde pour guérir. La véritable victoire n'est pas la revanche, mais la paix intérieure retrouvée. Parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir fermer une porte pour protéger son avenir. Je vous souhaite de toujours trouver la force de choisir votre bien-être avant tout. Votre sérénité est votre bien le plus précieux. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.